Quand tu refuses un arbitre parce qu'il est somalien, c'est vraiment cracher à la face de toute l'Afrique. C'est pas les Palestiniens qui vont jouer au football, puisque la plupart sont handicapés, ont été massacrés. On ne peut pas faire la guerre sans les États-Unis. En Israël, tout le monde dit on peut se passer des États-Unis, on peut faire sans eux, c'est faux. Bonjour et bienvenue dans Géostratégiques, l'émission qui décrypte l'actualité internationale avec Pascal Boniface, notre spécialiste en géopolitique. Au programme de notre émission, la Coupe du monde de football a démarré ce jeudi 11 juin 2026 à Mexico, au Mexique. La compétition se déroulera à la fois au Mexique, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Jamais une Coupe du monde n'a été aussi polluante dans l'histoire du football, selon plusieurs organismes scientifiques. 3 pays, 16 stades, 48 équipes, 104 matchs. On aurait pu s'arrêter à l'aspect environnemental de l'organisation de cette Coupe du monde, mais d'autres aspects géopolitiques sont également à prendre en compte. La politique migratoire discriminante de Donald Trump est sous le feu des projecteurs, traitement différencié selon les nationalités, avec le renvoi par exemple d'un arbitre somalien, pourtant sélectionné par la FIFA. Bref, des questions se posent également autour de l'arrivée de l'équipe de foot iranienne dans un contexte de guerre avec l'Iran. Et finalement, que fait la FIFA dans tout ça ? Quelle relation le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, entretient-il avec le président américain ? C'est ce que nous verrons en première partie d'émission. Après le sport, retour à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Toujours pas d'accord trouvé entre les deux pays pour mettre fin à cette guerre après plus de 100 jours de conflit. Et à côté de ça, Israël continue de bombarder le Liban et d'envahir chaque jour un peu plus le pays. La semaine dernière, l'armée israélienne s'est notamment emparée de la forteresse de Beaufort, située en surplomb du fleuve Litani, un site qui a longtemps occupé une place stratégique dans l'histoire conflictuelle entre Israël et le Liban. Pascal Boniface nous donnera son analyse de la situation tout à l'heure. Alors Pascal, cette Coupe du monde démarre dans un contexte qui n'est pas sans rappeler celui du Qatar en 2022. Pourtant, il y a une différence frappante. À l'époque, les débats sur les droits humains étaient quasi omniprésents. Aujourd'hui, malgré la politique migratoire très restrictive de Donald Trump, malgré les discours aussi racistes visant certaines populations, notamment les populations immigrées, malgré les discours transphobes aussi, on pense à la boxeuse algérienne Iman Khalif, qui a pris cher et qui n'est pourtant pas une athlète transgenre, malgré aussi les alertes sur l'impact environnemental de cette Coupe du monde, les appels au boycott semblent beaucoup plus faibles. Alors comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est parce que les États-Unis restent perçus comme une démocratie ou parce qu'il est plus difficile de remettre en cause Washington que Doha ou Moscou ? Bien sûr, il y a un peu de tout ça. Enfin, déjà, les appels au boycott, ils n'ont jamais marché. Il n'y a pas eu de boycott. Enfin, l'Italie, on peut dire que l'Italie a boycotté la Coupe du monde en Russie, au Qatar, aux États-Unis, mais c'était un peu involontaire. Donc, une équipe qui est qualifiée y va. Et par rapport au boycott des événements sportifs, je m'interroge toujours un peu parce que ceux qui réclament un boycott ne font pas de sport. Ils ne demandent pas qu'on boycotte tout le pays. C'est juste le sport qui doit faire l'objet d'un boycott. Ces gens-là ne demandent pas qu'il n'y ait plus de films qui soient exportés dans le pays qu'on veut boycotter, qu'on arrête les relations commerciales. Donc, en fait, quelque part, il y a l'idée que le sport, c'est pas grave, c'est pas important. Il y a une sorte de mépris du sport dans les appels au boycott. Par contre, on peut très bien ne pas rester muet. Et effectivement, comme tu l'as remarqué, les appels au boycott pour le Qatar, pour la Russie, étaient, comme ce sont des pays non occidentaux, un pays arabe, un pays rival du monde occidental, qui en 2018 n'avait pas encore déclenché la guerre contre l'Ukraine. Il y avait beaucoup plus d'appels au boycott que pour les États-Unis. Et on voit bien là que... en fait, les responsables politiques européens n'osent rien dire par rapport à Trump, parce qu'ils ont peur de se faire engueuler par Trump. Ils ont peur de déclencher sa colère. Par contre, et ça c'est bien, c'est que, y compris la presse sportive, l'équipe a fait de très bons titres là-dessus, couvre bien. D'habitude, la presse sportive est très timide pour parler de politique, en disant qu'il ne faut pas mélanger. Bon. Et là, quand même, il voit bien que ce que fait Trump est tout à fait inacceptable et il ne se retranche pas derrière une sorte de soi-disant neutralité du sport. Donc, effectivement, Trump, il a un agenda de politique intérieure. Il sait qu'il déplaît au monde entier. Quand tu refuses un arbitre parce qu'il est somalien, parce que c'est bien ça, c'est parce qu'il vient de Somalie, et que Trump a dénié une minorité américaine d'origine somalienne dans une ville américaine. Il a dit le pire sur la Somalie, c'est pas un pays, ils savent que se battre, etc. Donc après, ils ont inventé qu'il aurait été lié à un groupe terroriste, mais c'est le baratin après. Donc en fait, c'est parce qu'il est somalien. Donc c'est pas pour ce qu'il fait, c'est pour ce qu'il est.
que Trump lui a donné l'accès. Et ça, c'est vraiment craché à la face de toute l'Afrique. Parce que M. Omar Hattan était le meilleur arbitre africain l'an dernier. Et la Somalie, ils sont 198e au classement FIFA sur 211. Ils n'ont aucune chance de participer à la Coupe du Monde. Les Somaliens étaient très fiers d'avoir un arbitre qui puisse représenter leur pays à la Coupe du Monde. Et lui aussi était très heureux. Et c'est parce qu'il est somalien et africain. Donc ça a été ressenti comme une insulte par tous les pays africains. Et je dirais qu'il y a une double faute. Il y a la faute de Trump qui, en fait, prouve son racisme, de même qu'il y a des pays où on a interdit aux supporters de venir. Donc, on voit bien le programme raciste de Trump, mais le pire, c'est que la FIFA accepte. Et Gianni Infantino a dit hier, mais on n'est pas les maîtres du monde, on peut faire ce qu'on veut. Bullshit, baratin. En fait, il aurait pu protester. Moi, on me racontait, en 96, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde 98 qui a eu lieu en France. C'est Joe Blanche et le président de la FIFA. Le tirage au sort doit avoir lieu au Carrousel du Louvre. Mais je veux inviter tous les pays membres de la FIFA. Et les Français disent non, il ne faut pas inviter la Libye, on n'est pas copains avec eux en ce moment. La Libye ne pourra pas participer à ça. Joe Blanche dit oui, d'accord, très bien, je comprends. Donc on va faire le tirage au sort ailleurs. Et si vous voulez pas, on peut même faire la Coupe du Monde ailleurs. Et donc, la Libye le pouvoir sportif s'est imposé. Là, en fait, Gianni Infantino, il est passif parce qu'il est lié intimement aux États-Unis. Il a été mis en place, et c'est lui qui a trahi Michel Platini. C'est lui qui a participé. Il faut se rappeler qu'il y a eu un raid du FBI en 2015 pour, soi-disant, nettoyer la FIFA. Et ils ont des complicités intérieures à l'UEFA et à la FIFA. Et ensuite, Gianni Infantino est arrivé. Donc, il est dans la main des Américains. Et puis lui, tout ce qui est homme fort, il est très servile. Il a quand même été jusqu'à donner un prix FIFA de la paix qui n'existait pas, qui n'a jamais existé, qui vient d'être créé, à Donald Trump. Donc, c'est le lèche-botte du mois, quoi. Enfin, de l'année. Vraiment, plus lèche-botte que lui, c'est vraiment compliqué. Et donc, en fait, il y a effectivement le discours raciste de Trump qui s'adresse à son opinion intérieure. En disant, on en parlera tout à l'heure, je suis dans la nasse pour l'Iran, tout va mal, mais regardez, il y a encore un truc que je sais faire, c'est refuser des étrangers sur le sol américain. Et donc, il s'en fout d'être impopulaire dans le monde. Il le sait bien. C'est pas son sujet, c'est pas son problème. Et en fait, va encore augmenter son discrédit. Mais il flatte son électorat. Et là, on voit bien que le rouge de la honte n'est pas venu empourprer le visage ni de Trump ni d'Infantino, mais il aurait dû, parce que ce qu'ils ont fait tous les deux est proprement honteux. Alors, tu l'as dit, les journalistes font leur travail, notamment ceux de l'Équipe, par exemple, un média français. Les ONG aussi font leur travail en dénonçant l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais rien ne change, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation face à cette puissance américaine ? Oui, effectivement. Alors, il est un peu tard pour changer cela. C'est vrai que les conditions d'attribution étaient contestables parce qu'en fait, on l'a donné aux États-Unis pour se faire pardonner de l'avoir donné au Qatar en 2022 à la place des États-Unis. Les États-Unis étaient candidats pour 2010-2022 et en fait, le raid du FBI sur la FIFA, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la Coupe du Monde 2018-2022. Donc, en compensation, on leur donne 2026. Et à l'époque, Trump avait menacé les pays qui ne votaient pas pour lui de sanctions. Jamais on n'a vu ça. Jamais tous les chefs d'État plaident pour leur propre candidature. Mais jamais un chef d'État n'a menacé de sanctions d'autres. Et Infantino a laissé, c'était en 2018, Infantino a laissé tout à fait faire. Donc, effectivement, il y a de plus en plus... la FIFA doit se remettre en cause parce que là, il y a quand même une très grande impopularité par rapport à ce qui est fait. Et Infantino est vraiment sur la scène. Alors, il est en place, il ne sera pas renversé, mais de plus en plus, il y a des gens qui le critiquent et j'espère que des joueurs, des entraîneurs vont protester sur place contre ce que fait Trump et ce qui se passe. Alors, autre sujet, l'impact environnemental. Selon l'organisme britannique Scientists for Global Responsibility, cette Coupe du Monde pourrait générer près de 9 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme Chypre. Et donc, un petit pays situé dans la Méditerranée, environ donc 2 fois les émissions du mondial au Qatar. Alors, dans le même temps, la FIFA multiplie les engagements en faveur du développement durable tout en étant sponsorisé donc, par le géant pétrolier saoudien Aramco depuis le contrat à 9 milliards de dollars en 2024. Donc, c'est devenu l'un de ses plus grands partenaires. Est-ce qu'on peut parler de greenwashing ? Est-ce que la FIFA utilise les enjeux environnementaux comme un outil de communication davantage que comme une véritable priorité ? Ils ont aussi des slogans. La FIFA, c'est le slogan contre le racisme.
Et donc, on laisse le racisme s'installer, Mmh. maîtriser avec Trump. Donc, il y a des contradictions. En même temps, par rapport, on sort aussi toujours le coût environnemental pour le sport. Jamais pour les événements culturels, jamais pour. C'est toujours un peu le sport qui est la cible, et ça, moi, ça m'agace un peu parce Mmh. qu'effectivement, beaucoup d'intellectuels ont le plus grand mépris pour le sport, Mmh. et c'est toujours la chose qui devrait. Bon, alors. Effectivement, il faut limiter les émissions. Là, c'est sur 3 pays, donc il y aura plus d'émissions, plus de transports. Mais en fait, il faut peut-être relativiser l'impact environnemental par rapport à d'autres événements et par rapport à la vie quotidienne. Ouais, quel est le but? Mmh. C'est dire on va plus faire de Coupe du Monde, on va plus faire de Jeux Olympiques, mais on va aussi supprimer le tourisme. Donc je pense qu'il faut Mmh. porter l'effort sur limiter au maximum l'impact environnemental, mais dire que les compétitions sportives polluent et donc qu'il faut les arrêter parce que c'est l'opium du peuple, parce que, bon, je crois qu'il y a aussi un discours anti-sport derrière ça. D'accord. Alors, Pascal, venons-en à la relation entre Donald Trump et Gianni Infantino. Tu nous en as parlé. On a vu le président de la FIFA donc, participer au Conseil de la paix qui a été lancé et créé par Donald Trump, lui remettre un FIFA Peace Prize et multiplier les gestes de proximité. Alors, sur la RTBF, donc la radio Matin Première, tu as parlé d'une forme d'OPA, donc de Donald Trump sur la FIFA. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'on est encore dans une relation institutionnelle classique ou est-ce qu'on assiste à une véritable mise sous influence Oui, oui. de l'organisation? Quand le FBI a fait le raid sur la FIFA, ils avaient proposé qu'une société cotée en bourse à New York gère le football. Parce que ça serait plus sain enfin, quand on voit les scandales financiers aux États-Unis, on peut se poser la question. Mais là, en fait, Infantino, qui doit en grande partie sa venue au fait que le FBI a éliminé Mhm. Blatter, Platini et qu'il est mis en place comme cela, se range complètement dans la main de Trump et il sait que s'il est très lèche-botte, il n'aura pas de problème, voire Trump le mettra en avant parce que Trump aime bien mettre en avant ceux qui lui sont totalement dévoués. C'est juste Donc, une question de garder le pouvoir à la oui, FIFA. c'est ça, voilà. C'est donc Mhm. avoir les plus grandes retombées pour lui, y compris d'un point de vue lucratif, et effectivement ne pas contester Trump pour ne pas avoir de problème et être récompensé comme un chien fidèle peut l'être s'il va bien à la niche, quoi. Donc son seul intérêt finalement à Infantino, c'est de maintenir le pouvoir, la En présidence de fait, la c'est FIFA. un type qui a jamais été doué pour le football. Enfin, en même temps, on peut très bien gérer la FIFA sans avoir été international. Tout d'un coup, il devient l'homme des plus importants du monde Mhm. parce qu'on fait tomber Blatter et Platini. Mhm. Et il n'aurait jamais dû être là, parce qu'il n'avait Mhm. pas un passé, c'est un apparitchik. C'est vraiment... c'est merveilleux ce qui lui arrive pour lui. Mhm. Et donc, effectivement, et on peut penser que c'est lui qui a trahi Platini, qui a inventé une fausse histoire de corruption d'une somme qui était due à Michel Platini pour qu'il ne devienne pas le patron de la FIFA. Et je pense que les Américains n'avaient aucune envie de voir Platini arriver à la tête de la FIFA. Un, parce qu'il avait dit publiquement qu'il a voté pour le Qatar, donc il voulait se venger de lui. Alors, il aurait pu ne rien dire, Michel Platini, mais Mhm. il l'a dit très franchement et peut-être même naïvement. Et deuxièmement, parce que Platini, son but, c'est de protéger le football. C'est pas Des intérêts personnels. c'est pas d'obéir aux puissants, etc. Ok. Et en fait, il a toujours protégé les équipes nationales. Il a toujours fait en sorte de limiter. Il sait qu'il faut de l'argent, il faut remplir les caisses, mais il a toujours fait en sorte que l'argent ne soit pas le plus déterminant. Et notamment, que la tête de l'UEFA, il a évité des formules où l'argent aurait un peu beaucoup plus dominé le monde. Donc c'est ça qui a été un obstacle pour les visions américaines. Alors justement, sur le Conseil de la paix, donc Donald Trump a récemment diffusé une vidéo générée par intelligence artificielle qui montre notamment des terrains de football se construire à Gaza dans le cadre de son projet donc Conseil de la paix, dont l'objectif principal est de favoriser la paix à Gaza. Or, qu'est-ce que t'inspire cette utilisation de l'imaginaire du football dans le contexte d'une guerre Bah, toujours en cours? c'est pas les Palestiniens qui vont jouer au football, puisque la plupart sont handicapés, ont été massacrés. Je veux dire, il est impossible de faire alors, Israël n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais ils ont participé aux éliminatoires en zone européenne, ce qui est interdit à la Russie, qui a été exclue. Quand on voit, il est impossible pour les Palestiniens de pouvoir pratiquer le football. Alors, en Cisjordanie, c'est les roadblocks, les checkpoints, etc. Et à Gaza, tout est détruit. Donc en fait, il y a quelques exilés qui continuent à maintenir le mythe d'une équipe nationale palestinienne, mais rien que pour empêcher
les Palestiniens de pouvoir faire du sport normalement, Israël devrait être exclu. Donc en fait, s'il y a les terrains de football à Gaza, ce sera pour qui ? Ce ne sera pas Mhm. pour les Palestiniens qui vont être chassés. Donc là, c'est vraiment une très grande hypocrisie. Et effectivement, il y a une impossibilité. Les Palestiniens arrivent encore un peu à pratiquer le sport, mais le nombre de sportifs connus qui ont été tués, qui sont le nombre de mutilés, qui effectivement, alors bon, en handisport, ils vont être forts, mais c'est vraiment, donc on voit bien là encore, de nouveau, l'hypocrisie qui règne là-dessus. En plus, sans occulter le fait que depuis le cessez-le-feu et qu'on devait passer à une autre phase, commencer la reconstruction, à Gaza, l'armée israélienne a augmenté son emprise sur le territoire. Ils étaient déjà serrés quand il y avait... Mais là, l'armée israélienne occupe déjà 60%. Donc les Palestiniens sont recroquevillés sur 40% de ce qu'était la bande de Gaza auparavant, dans des conditions... Alors ça peut faire rigoler Sophia Aram qui dit que Sandrine Rousseau va apporter des serviettes hygiéniques, 3 serviettes hygiéniques à Gaza. Mais je veux dire, la situation sanitaire... Enfin, comment peut-on être femme et faire des blagues comme ça? La situation sanitaire à Gaza est terrible. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Donc l'heure n'est pas au fait de construire des terrains de football. Est-ce que on peut dire que le football est devenu un véritable outil diplomatique au même titre que les sommets internationaux, par exemple? Oui, bien sûr. Dilma Rousseff racontait que quand elle était présidente, tout le monde lui demandait des places pour la finale, y compris les autres chefs d'État. C'est l'occasion, effectivement, c'est du soft power. Voilà. Sauf que Trump, lui, c'est l'inverse. Normalement, quand tu fais la Coupe du Monde chez toi, tu veux montrer le plus beau visage de ton pays. Et toutes les critiques qu'on a eues sur la Russie, sur le Qatar, tous les supporters du monde entier ont été bien reçus. Y compris, on avait peur que les supporters africains se fassent casser la figure par les hooligans russes. Ça n'a pas été le cas. On avait peur que les homosexuels qui s'afficheraient soient emprisonnés au Qatar. Ça n'a pas été le cas. Et là, le message de Trump, c'est « on veut pas de vous, on veut pas d'étrangers ». Donc c'est un peu contradictoire avec le fait de candidater. Mais donc le foot, en fait, c'est certainement le symbole même de la globalisation, parce que c'est certainement le fait social total qui unit le plus les gens de l'humanité. C'est que quel est le point commun à l'ensemble des 193 pays du monde? C'est que tout le monde regarde du foot. Et qu'à l'intérieur des pays divisés, ça unit les gens, effectivement. C'est pas une baguette magique, mais c'est quelque chose. Et les vedettes du foot sont désormais ceux qui sont les plus connus. Platini disait que de mon temps, quand on dit « Ah, tu es un footballeur, c'est pas terrible », c'était un peu, il y avait vraiment une sorte de mépris. Mais maintenant, regarde, les vedettes de foot ne peuvent pas avoir une vie normale. C'est comme les stars de cinéma. S'ils vont au restaurant, il faut le privatiser, ils ne peuvent pas se promener dans la rue. Mais déjà, d'ailleurs, à l'époque, quand Platini, il avait pris sa retraite, Chirac lui avait demandé de l'accompagner en visite en Amérique latine, parce que, voilà. Et en fait, les gens disaient, mais c'est qui le type à côté de Platini? Parce que Platini était bien plus connu que Jacques Chirac. Merci Pascal. Avant de conclure cette partie, on vous rappelle que notre émission se nomme Géostratégiques, donc un petit clin d'œil aux bandes dessinées super ludiques de Pascal Boniface qui sont illustrées par Tommy Dessine, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on retrouvera très bientôt. Les BD sont donc Géostratégiques l'intégrale, Géostratégiques Israël-Palestine aux éditions Duno. Et dernière nouveauté, c'est la géopolitique Les Pieds dans le sable, donc le nouveau cahier de vacances aux éditions Erol que vous pouvez donc vous procurer sur tous les points de vente. La Coupe du Monde démarre, mais la guerre en Iran, elle, se poursuit malgré les multiples déclarations de Donald Trump qui, selon CNN, qui a décompté ses déclarations, il aurait annoncé 38 fois depuis le début de la guerre qu'un accord était sur le point d'être conclu pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, force est de constater que les négociations sont dans l'impasse et que la guerre continue. Alors Pascal, quand un président annonce plusieurs dizaines de fois qu'un accord est proche sans résultat concret, est-ce que c'est avant tout un problème de communication politique ou le signe que Washington ne maîtrise pas totalement l'évolution du conflit? C'est la preuve qu'il n'a pas les cartes, c'est pas lui qui pilote, c'est pas lui qui a les clés du camion. C'est-à-dire que c'est un peu un jour sans fin. Tous les jours, il vient nous dire on est proche d'un accord, et puis après, il bombarde un peu, et puis on est proche d'un accord. Donc c'est vraiment un jour sans fin, une négociation sans fin. Parce qu'il ne veut pas lâcher les avoirs iraniens, et que les Iraniens se disent nous, on n'est pas pressés, de toute façon, le pays est en grande partie détruit, mais nous, on est toujours au pouvoir. Toi, tu dois nous, on n'a pas d'élection bientôt, et donc on n'a pas ce problème. C'est toi qui les as, c'est toi qui as commencé la guerre, et donc voilà. Alors Trump va devoir lâcher. Moi, on se demandait s'il allait un peu pas lâcher avant le début de la Coupe du Monde, parce que c'est aussi quand même la première fois qu'un pays organise la Coupe du Monde alors qu'il est en guerre avec un pays qualifié.
Bon, alors, le football en Iran, en plus, pendant très longtemps, c'est une façon de résister au régime, parce que le régime n'aimait pas trop le football, et on se disait, c'est quand il y a une période un peu de libération que le football réussit, et maintenant, le régime a totalement repris en main la fédération et l'équipe, et c'est pour ça que les Iraniens vont pas beaucoup soutenir leur équipe nationale, parce qu'elle est plus comme l'équipe du régime que comme l'équipe du pays. Mais pour revenir à la guerre, on se demande... Et Trump perd un peu plus chaque jour de crédibilité. Il est un peu comme dans des sables mouvants où il s'enfonce un peu plus parce que son impopularité mondiale et nationale augmente un peu plus et surtout, il prouve l'inverse de ce qu'il veut prouver. L'image de Trump, c'est quelqu'un que quand il tape du poing sur la table, tout se met en ordre et que tout le monde lui obéit. Et là, l'Iran ne lui obéit pas et les événements ne lui obéissent pas. Et même Netanyahou ne lui obéit pas tout à fait parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que les Iraniens, pour avoir un accord, disaient il faut que Netanyahou arrête de bombarder Beyrouth. Il l'a fait quand même. Et donc Trump est dans une fureur, il l'a insulté en disant t'es un cinglé, sans moi tu seras en tôle, tout le monde te déteste. Jamais un président américain n'a parlé comme ça à Netanyahou. Et donc en fait c'est l'image inverse de ce qu'il aurait montré, un homme fort devant lequel tout le monde se plie, sauf la réalité. Et la réalité c'est qu'il est dans les sables mouvants de cette guerre. Alors, tu le disais dans les précédentes émissions, c'est un peu un tigre de papier, quelqu'un qui parle beaucoup, mais sans action concrète. Quelles sont aujourd'hui ses marges de manœuvre alors qu'il accueille aussi la compétition sportive, l'une des plus grosses compétitions sportives mondiales? Est-ce qu'il peut être sur tous les plans à la fois, Iran, Israël, Gaza? Oui, parce qu'en plus, tous ces dossiers sont liés. Mais il faudrait que peut-être qu'il réfléchisse à la façon de faire et qu'il pense que la magie de ces menaces n'est pas suffisante à ce que obtenir un résultat. S'il faisait une vraie pression sur Netanyahou ne peut pas faire la guerre sans les États-Unis. Et alors bien sûr, en Israël, tout le monde dit on peut se passer des États-Unis, on peut faire sans eux. C'est faux. C'est faux. Et Israël a bien plus besoin des États-Unis que l'inverse. Donc, bon. Et puis, il faut il va devoir céder. Chaque jour qui passe, il va devoir céder un peu plus à l'Iran. Et donc, il est en train de se demander comment je vais me sortir de ce piège, comment je vais faire trouver une solution à peu près présentable. Mais chaque jour qui passe, la solution est présentable. Parce qu'en fait, au bout du compte, quand il va te proposer une solution de fin de guerre, tout le monde va se demander, mais tout ça pour ça ? À quoi ça a servi? À réouvrir le Strait d'Ormuz qui était ouvert avant qu'on se lance là-dedans. Donc en fait, quand même, ça va être un très... Dans son bilan, quand il sera à l'heure de tracer les bilans, ça va peser très lourd. Et du coup, ça l'affaiblit par rapport à la Chine, qui est quand même la grande histoire de la rivalité. C'est la grande rivalité géopolitique, elle est entre la Chine et les États-Unis. Et donc, les Chinois se délectent des malheurs de Trump, parce que quand ton ennemi fait des erreurs, il faut surtout pas les corriger. Quand ton rival, c'est plus un rival qu'un ennemi. Et donc tout ceci renforce potentiellement la Chine, ce qui fait qu'en même temps, Trump, qui était très vindicatif à l'égard de la Chine, ne l'est plus du tout, parce qu'on voit bien que les événements lui échappent. Et donc en fait, on a les deux guerriers forts qui pensaient que tout allait se plier devant eux, Poutine en Russie et Trump aux États-Unis, sont englués. Poutine perd des points, il a perdu la Syrie, il a perdu des points en Afrique, et Trump perd des points aussi dans ces zones. Alors, les États-Unis se présentent comme un acteur qui cherche à stabiliser la région, donc officiellement, mais ils multiplient parallèlement les frappes, les démonstrations de force. Est-ce que Washington, on peut dire que c'est aujourd'hui plus un médiateur ou un belligérant? C'est un belligérant quand tu bombardes, mais pour être médiateur, il faut être au milieu. En fait, c'est pas un médiateur. Est-ce qu'il se retrouve aussi au milieu dans des négociations entre Liban, oui, en fait, Israël? les médiateurs, c'est le Pakistan, ça a été le Qatar, ça a été Oman, parce que les États-Unis sont partie prenante. Et eux qui disaient, grâce à nous, la région est stable, les pays du Golfe payaient une sorte de prime d'assurance pour que tout se passe bien, mais on voit que cette prime d'assurance ne sert à rien et que le protecteur est celui qui a amené le feu dans la région. Donc ça marche plus du tout, ça. Et effectivement, on voit bien et puis c'est un peu la réponse, je dirais, pavlovienne. Tu m'embêtes, je te frappe. Donc en fait, le principe, c'est que quand on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et comme les États-Unis ont une puissance militaire inégalée, ils pensent régler des problèmes politiques par des moyens militaires. Ça ne marche pas. Ils sont incapables de sortir de cette logique. Pour parvenir à un résultat, il faut qu'on frappe, il faut qu'on bombarde, et les gens devront se plier à notre volonté. Ça ne marche pas. Ils continuent à s'entêter dans cette voie-là. Alors, comment est-ce que tu vois cette guerre se terminer? En fait, par Trump qui va dire « j'ai obtenu tout ce que je voulais obtenir ».
et donc qui va présenter comme une sorte de village Potemkin un succès jamais obtenu auparavant, que l'Iran a renoncé pour toujours aux armes nucléaires, qu'il a obtenu ce que c'est incapable d'Obama n'a pas pu obtenir. Mais la réalité, elle est inverse. C'est vraiment l'empereur aux habits neufs. C'est-à-dire que Trump, il est à poil et il dit qu'il est habillé par des événements, des vêtements superbes. Parce que s'il y a un accord, il sera nettement moins favorable aux États-Unis et nettement plus favorable à l'Iran que celui qu'Obama avait signé et que Trump a déchiré. Et dernière question, alors depuis plusieurs années, les présidents américains promettent de réduire l'implication des États-Unis au Moyen-Orient, après notamment la multiplication des critiques qui émanent justement du peuple américain. C'est un coût financier, mais aussi humain. Alors pourquoi cette région, donc les pays du Moyen-Orient, continue-t-elle malgré tout à absorber autant de ressources diplomatiques et militaires Parce que américaines? c'est là qu'il y a des conflits, donc les États-Unis sont mêlés par des conflits qu'ils ont souvent amenés ou qu'ils ont mal gérés. Mm. Parce que quand même, les guerres dans la région, ce sont les États-Unis qui l'ont amené et ou qui, par le fait qu'ils protègent Israël, ce qui conduit aussi à une instabilité et à un chaos total. Et donc, Obama avait annoncé qu'il y avait un pivot asiatique, que l'avenir c'était l'Asie, qu'il fallait quitter le Moyen-Orient, mais il n'a pas pu. Mm. Il n'a pas pu parce qu'il est rattrapé par la brigade et par les événements. Mais si les États-Unis réfléchissaient un peu plus... et si tu apportes des solutions militaires, les problèmes politiques, tu vas prolonger cela. Donc en fait, effectivement, en pensant qu'il suffit de frapper pour être obéi, ce qui n'est pas le cas, eh bien tu maintiens et tu développes le chaos qui te force à rester, parce que comme il y a du chaos, tu dois être présent. Mhm. Merci Pascal. Tout de suite, la dernière partie de notre émission. 26 ans après son retrait du sud du Liban, Israël a repris l'un des lieux les plus symboliques de son histoire militaire, le château de Beaufort. C'était le 31 mai dernier. Cette forteresse médiévale qui domine le sud du Liban avait servi de base à l'armée israélienne pendant 18 ans d'occupation au sud Liban. En 2024, la forteresse avait même bénéficié d'une protection renforcée de l'UNESCO. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou présente sa reconquête comme un tournant décisif contre le Hezbollah. La France a condamné cette escalade majeure, pour reprendre les termes de M. Emmanuel Macron, et Jean-Noël Barrot a même demandé dans la foulée une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est un des 5 membres permanents. Benyamin Netanyahou parle d'un tournant décisif. Est-ce que c'est réellement un tournant militaire ou avant tout une victoire symbolique qui est destinée à l'opinion publique, Alors oui, bon, c'est publique vrai que israélienne? cette forteresse est un symbole parce que ça domine la ville, la hauteur. Historiquement, ça a toujours eu une importance. Contrôler ce qui est en haut permet de contrôler ce qui est en bas. Bon là, aujourd'hui, c'est plus symbolique parce que avec tous les systèmes d'observation que l'on a, bon. Mais en fait, c'est pas du tout un tournant. Par contre, il y a toujours un lent grignotage du territoire libanais par Israël et il y a un lent grignotage des vies libanaises par Israël. C'est-à-dire que Israël, alors là, Donald Trump leur a dit d'arrêter, mais on voit qu'il y a toujours des escarmouches, qu'il y a une avancée régulière de l'armée israélienne, des destructions. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Israël est en train de rendre irréversible la situation d'une partie du Liban où les Libanais ne pourront plus jamais revenir. En fait, donc, le monde entier regarde cela de façon impuissante. Il y a quand même le cinquième ou le quart de la population libanaise qui a dû quitter ses habitations. Le pays est au bord du gouffre. Il était déjà mal en point avant la guerre. Mais donc, quand vous avez un quart ou un cinquième de la population qui n'est pas chez elle, la production, la vie économique s'arrête. L'éducation aussi, parce que les salles de classe, des fois, servent d'abri. Et donc, en fait, il y a une sorte d'étranglement. On est en train de garrotter le Liban. Et c'est une mise à mort. Et les Libanais les plus optimistes, parce qu'il faut être optimiste pour être Libanais par rapport à ce que ce pays a souffert, commencent à se demander si le pays va survivre à ce énième coup de bélier de la part d'Israël. Et en fait, on peut appeler des réunions, mais on voit bien que les protestations restent purement verbales, sauf quand Trump a dit à Netanyahou « Attention, là, ça peut me fâcher, je peux me fâcher ». Et effectivement, il y a des choses que jamais Biden n'a dit à Netanyahou. Mais les diplomaties européennes sont alarmées, mais ne font pas grand-chose en réalité. Alors que, notamment la France, a un rôle par rapport au Liban qui est extrêmement fort. Alors, l'histoire de Beaufort, c'est aussi celle d'une position qui est devenue piège pour l'armée israélienne dans les années 80-90. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de reproduire les erreurs du passé?
quand on sait que Hezbollah, par exemple, est né de cette invasion d'Israël du Oui, Sud-Liban. 182, l'invasion, il n'y a pas de Hezbollah, c'est après que le Hezbollah est né. De même, donc en fait, la politique de force d'Israël a quand même suscité la montée en puissance du Hamas et du Hezbollah. Et Israël compte toujours sur la force pour régler ses problèmes. Ils ne font pas le pari de la paix. Ils ne font pas le pari où la paix qu'ils veulent imposer au Liban, c'est une sorte de reddition du Liban qui reconnaîtrait Israël en échange de l'arrêt des bombardements israéliens sur Beyrouth et sur d'autres villes. Mais là, ça serait une sorte d'implosion du Liban parce que les chiites ne veulent pas accepter cela. Et le Hezbollah reste quand même puissant, même si certains commencent à s'opposer et que le pays est un peu divisé au Liban entre ceux qui pensent que c'est à cause du Hezbollah qu'il y a cette offensive israélienne et d'autres qui pensent que le Hezbollah est les seuls à résister à Israël et qu'il faut bien résister à cela. Donc en fait, le problème est toujours le même, mais il est le même depuis des décennies. Raymond Aron, qui en 67 se disait inquiet pour l'avenir d'Israël du fait de la guerre des 6 jours, mais c'est de gagner, et qui était un juif universaliste, avait écrit un livre en 76 sur Clausewitz, sur l'art de la guerre. Il écrivait en 76 qu'Israël gagnait toutes ses guerres, mais n'apportait pas de solution politique aux problèmes militaires qu'il avait créés. Et c'est toujours le cas. Donc Israël gagne des guerres. C'est facile pour Israël de gagner des guerres vu sa supériorité, mais il n'y a pas de solution politique après. Donc en fait, c'est l'éternel recommencement. Là aussi, c'est un jour sans fin. Victoire militaire d'Israël, mais en fait, après, ceux qu'ils ont écrasés reconstituent leurs forces. Parce que si tu n'as pas de solution politique, tu vas t'adresser ensuite, effectivement, au Hamas, au Hezbollah. Et donc, ils ne pourront pas plus éradiquer le Hezbollah qu'ils n'ont éradiqué le Hamas, en réalité. Surtout avec uniquement des moyens militaires. Mets en place des moyens politiques, fais une politique de rassemblement, de paix. Là, tu auras des chances en fait, d'assécher le Hezbollah. Et justement, en continuant d'envahir le Sud-Liban, est-ce que Israël ne risque pas paradoxalement de redonner de la force et de la légitimité tout simplement au mouvement Hezbollah? Bien sûr, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les Libanais étaient très fâchés contre le Hezbollah quand ils ont lancé 6 roquettes après le cessez-le-feu. Et maintenant, il a regagné une partie de sa légitimité parce que, y compris ceux qui n'aiment pas le Hezbollah, disent non, quand même, la réaction d'Israël, elle est disproportionnée. Et quand tu bombardes Beyrouth ou Tyr, qui est l'une des plus anciennes villes du monde, et qui appartient au patrimoine commun de l'humanité selon l'UNESCO. Donc là, c'est pas le Hezbollah qui attire. Et donc, en fait, quand tu quand tu bombardes tout le monde, tu vois bien que c'est pas que le Hezbollah. De même que quand Israël nettoyait complètement et bombardait complètement la bande de Gaza, c'était pas que le Hamas qui était visé. Donc là, effectivement, les Libanais voient bien que le but d'Israël, c'est en fait de rendre inopérant l'État libanais. Alors finalement, on a l'impression que c'est un peu un cercle sans fin. Est-ce que cette bataille, elle nous rapproche plus d'une solution ou est-ce qu'elle renvoie au même blocage qui existait déjà il y a 25 ans? Disons qu'une politique de force peut permettre d'avoir la paix par la terreur pendant quelques temps, jusqu'à ce que la population se reforme, reprenne espoir et recommence le combat. Donc en fait, leur expression Israël, c'est on tombe le gazon, mais le gazon, il repousse. Donc ils peuvent massacrer des gens, ils peuvent tuer plein de membres du Hezbollah, mais ils tuent aussi plein de civils. Parce qu'en fait, s'il y a une cible, peu importe s'il y a une cible qui paraît importante, peu importe qu'il y ait 10, 15 ou 50 civils autour. Et donc, ceci ne peut que renforcer le rejet d'Israël dans la région. Merci Pascal et merci à vous d'avoir suivi cette émission avec nous sur le plateau du Média. C'était Géostratégiques avec Pascal Boniface. Si vous avez apprécié notre émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. À bientôt.